Donc, on va parler de toutes les thérapies qui ciblent le lymphocyte B. Enfin, pas toutes, parce qu'il y en a énormément. Leur utilisation dans les différentes disciplines de médecine, en médecine, et les conséquences rapportées jusqu'à maintenant. J'ai essayé de faire un condensé. C'était enfin, il y avait beaucoup d'intervenants, 8 plénières, 15 sessions orales. Donc, on va commencer par le lymphocyte B. Je fais juste un tout petit rappel pour dire qu'évidemment, c'est une cellule qui est destinée à, in fine, sécréter des anticorps, mais pas que. Elle sécrète aussi beaucoup de cytokines. Et aussi, ne pas oublier que c'est une cellule présentatrice de l'antigène. Un rappel de ce qu'on sait des déficits immunitaires primitifs humoraux, c'est que toutes les infections ne sont pas liées au déficit humoral. Le déficit humoral se caractérise par des infections à bactéries, notamment à bactéries encapsulées, avec des infections des tractus digestifs et respiratoires, des infections aussi à Giardia intestinalis, et il n'y a pas d'infections mycobactériennes, parasitaires ou fongiques dans ces déficits-là. Et aussi, ne pas oublier la chronicisation de certains virus, notamment le norovirus et plus récemment le SARS-CoV-2. Évidemment, alors comment on fait pour aboutir à une déplétion lymphocytaire B? Il y a beaucoup de moyens d'y arriver. On peut aussi dépléter à plusieurs stades de maturation du lymphocyte B, à partir du pro-B jusqu'au plasmocyte, longue durée de vie, en passant par le lymphocyte B naïf, mémoire et le plasmablast. Donc on peut inhiber toutes les molécules exprimées à la surface. Donc je ne déclinerai pas toutes les molécules, mais évidemment le CD20 et le CD19, mais on peut aussi inhiber les voies de signalisation qui sont en dessous, en aval du BCR, et notamment PI3 kinase avec l'idélalysib et la bruton tyrosine kinase avec l'ibrutinib. Enfin, on peut aussi inhiber les cytokines qui servent à la prolifération lymphocytaire B comme BAF. Donc, ce qui est important quand on se pose la question d'un déficit immunitaire secondaire à une thérapie de déplétion lymphocytaire B, c'est de savoir qu'est-ce que cette thérapie déplète, à quel niveau de l'ontogénèse B est-ce que cette thérapie déplète, est-ce que tous les compartiments sont touchés, est-ce qu'il y a un déficit en anticorps qui s'ensuit, quels anticorps, quels isotypes, quelles sous-classes, quel type d'infection. Donc, c'est une problématique extrêmement compliquée et qui va poser des questions après de prise en charge, et notamment d'antibioprophylaxie ou de substitution en immunoglobuline en fonction de tous ces paramètres qui sont très importants. Donc, juste un petit, il y a eu une intervention, une plénière sur l'utilisation des lymphocytaires B en médecine interne, et le rituximab qui est largement utilisé, largement connu, notamment dans les vascularites en ANCA, le lupus systémique, parce que ce sont et la polyarthrite rhumatoïde, ce sont des maladies où le lymphocyte B est parfaitement impliqué parce qu'on le retrouve dans les sites inflammatoires, en tout cas pour la polyarthrite rhumatoïde, que ce sont des maladies médiées par les auto-anticorps en partie, notamment pour le lupus systémique, et qu'on connaît l'efficacité maintenant du rituximab dans ces indications. Ça s'enrichit, excusez-moi, récemment avec des essais un peu plus, on va dire, novateurs, avec le New England en 2020 sur le belimumab, donc l'anti-BAF dans la néphropathie lupique, en addition avec le traitement standard, qui retrouve un effet, selon les auteurs, très important du belimumab, enfin important dans la survenue des événements rénaux contre placebo. L'utilisation du daratumumab dans 2 cas qui ont été aussi publiés dans le New England pour des lupus réfractaires, avec un score de SLEDAI qui baisse drastiquement très rapidement après la perfusion de daratumumab, et une épargne cortisonnée qui est obtenue. Et enfin, l'utilisation de CAR T-cell, donc ce n'est pas encore sorti, mais un cas a priori de lupus réfractaire pour lequel des CAR T-cells anti-CD19 auraient été utilisés. Enfin, c'était donc Sander Tass d'Amsterdam qui présentait ça. Il nous a présenté des travaux préliminaires dont il ne peut pas divulguer les résultats, qui s'attellent à inhiber la voie NF-kappa-B, la voie non canonique de NF-kappa-B dans son laboratoire. On en saura, j'espère, plus prochainement.
Puis nous avons eu une plénière sur la neurologie avec l'utilisation donc maintenant aussi du rituximab et de l'ocrelizumab, qui sont les anti-CD20 qui deviennent une pierre angulaire de la prise en charge des scléroses en plaques. Avec ici les grosses études qui touchaient 800 patients qui comparent à gauche en violet l'apparition de lésions inflammatoires sous interféron bêta, et à droite, on voit à peine donc, les petits histogrammes bleus à l'ère des anti-CD20. C'est une thérapeutique qui a permis de diminuer, en tout cas dans certains cas, les nouvelles lésions inflammatoires. L'auteur qui est en Pennsylvanie a fait des gros papiers sur le suivi, notamment le suivi des anticorps pendant les anti-CD20, et on voit que, alors moi je vois pas très bien, mais vous devez voir chez vous, que les IgG baissent. Il a fait la même chose pour les IgM, et que en bas à gauche, vous voyez que dans les formes de sclérose en plaques, qui sont les formes rémittantes, il n'y a, malgré la baisse des IgG, il n'y a pas de surrisque infectieux, ce qui n'est pas le cas dans les formes primaires progressives, qui sont un profil de sclérose en plaques un peu différent, et peut-être que la différence de surrisque infectieux est liée au phénotype de la sclérose en plaques et pas au déficit en anticorps. Enfin, un papier qui est sorti dans Nature Médecine sur les réponses vaccinales anti-SARS-CoV-2, mais je ne vais pas déflorer le suspense, puisque Nizar Malawi et Florence Regnault vont en parler à la fin, sur les réponses anticorps anti-SARS-CoV-2 chez les patients traités pour une CEP sous anti-CD20, avec une réponse anticorps moins bonne, mais une préservation des réponses cellulaires sous rituximab. Et dont nous n'avons pas, évidemment, le readout de l'infection à SARS-CoV-2. Une session très intéressante sur les déplétants B en hématologie, principalement oncologique, avec un petit topo sur les CAR-T-cells, comme vous le savez, qui sont une chimère entre un Fab, un anticorps, et le domaine transmembranaire d'un TCR, avec la voie de signalisation d'un TCR, qui cible pour l'instant les anti-CD19, il y a aussi des anti-BCMA. Avec le suivi de la déplétion lymphocytaire B post-CAR T-cell, on retrouve une déplétion lymphocytaire B maximale dans les 12 premiers mois suivant la perfusion de CAR T-cell, et après une réplétion lymphocytaire B progressive. Et malgré cette réplétion, il y a quand même 25% des patients qui gardent une lymphopénie B profonde post-CAR T-cell. À droite, ce sont les réponses vaccinales antigrippales chez des patients qui ont été vaccinés soit avant, soit après les CAR T-cells, en comparaison à des contrôles. Il y a 2 souches de grippe qui sont testées. Et en fait, ce qu'on voit sur les graphes, c'est qu'il vaut mieux être vacciné après la perfusion de CAR T-cells, avec une réponse qui est largement moins bonne, évidemment, que pour les patients contrôle, qui s'élève à 40% quand on est vacciné après les CAR T, versus 29% avant les CAR T. Enfin, un autre effet qui est très intéressant dans les CAR T, qu'on retrouve aussi dans le rituximab, c'est les neutropénies post-CAR T-cell, avec 50% des patients qui ont moins de 500 neutros après les CAR T-cells, et des neutropénies qui peuvent être donc très profondes et prolongées dans le temps et à distance de la perfusion de CAR T-cells. En gros, le risque infectieux dans la perfusion après traitement par CAR T-cell est maximal dans l'année qui suit ce traitement. Puis on a parlé un peu des anti-CD38, donc du daratumumab, qui est exprimé de manière ubiquitaire sur les cellules du système immunitaire, avec une expression qui varie en fonction du type cellulaire. Il y avait une étude donc, qui portait sur environ 200 patients traités par daratumumab et leur risque infectieux. Et le risque infectieux est principalement viral et touchait environ 25% des patients qui avaient une infection dite de grade 3 ou 4. En dessous, ce sont les réponses vaccinales, encore une fois, anti-SARS-CoV-2 des patients qui ont un myélome, 178 patients traités pour un myélome, soit off-traitement en bleu, soit sous anti-CD38, soit sous thérapie non anti-CD38 et non anti-BCMA. Et on voit que la réponse est moins bonne sous anti-CD38 ou anti-BCMA comparée
aux patients qui n'ont pas de traitement, mais comparé aussi aux patients qui ont un traitement classique du myélome ne contenant pas d'anti-CD38 ou d'anti-BCMA. Un topo très intéressant de Londres par Jeremy Brown, qui est pneumologue, infectiologue, spécialiste en hématologie, qui a rapporté son expérience dans la dilatation des bronches post-traitement déplétif lymphocytaire B, avec ici l'illustration d'un patient traité à gauche pour une hémopathie maligne, avec un traitement contenant du rituximab, qui développe en 2 ans une dilatation des bronches diffuse. Et en reprenant tous les patients qu'il reçoit dans son service, il s'est rendu compte que la moitié des patients hémato-oncologiques qui développent une dilatation des bronches ont une hypogammaglobulinémie profonde, et l'hypogammaglobulinémie est associée à un traitement par rituximab dans la moitié des cas. C'est l'expérience qu'on connaît aussi dans les déficits humoro-primitifs, la complication des dilatations des bronches. Et son hypothèse physiopathologique est celle d'une persistance, d'une inflammation persistante qui est liée à la colonisation bronchique, d'une part, et à une réponse immunitaire excessive qui, en fait, détruit complètement les bronches et fait le lit de la colonisation, puis de l'infection, et en l'absence d'anticorps, un cercle vicieux qui s'installe. Donc, c'est des patients qui se présentent avec une toux chronique, avec des crachats, une perte de poids souvent. Ils sont très souvent colonisés ou infectés à BG-. Et le traitement est basé sur, comme les autres dilatations des bronches, sur évidemment le drainage bronchique, les vaccinations si possible, et l'antibiothérapie adaptée qui doit être prolongée dans ce cas, et pas de traitement court, et éventuellement une indication aux gamma-globulines. Enfin, ce sont des patients aussi qui font des pneumopathies graves, qui sont mieux sous substitution en immunoglobulines, dans son expérience, et dont les réponses vaccinales sont altérées. Enfin, en néphrologie, un très beau topo aussi sur l'utilisation du rituximab, qui n'est plus à démontrer, notamment dans les maladies ANCA, le lupus systémique, la cryoglobuline et la transplantation, avec une efficacité certaine, mais des complications certaines aussi, et notamment des infections communautaires. Alors, ce qui était intéressant dans cet article, c'était de démontrer que ces patients, donc les patients rénaux traités par rituximab, faisaient plus d'infections communautaires, notamment ceux qui avaient une vascularité ANCA, comparé à des patients traités par rituximab pour une polyarthrite rhumatoïde, et que probablement et le terrain, c'est-à-dire des patients plus âgés, et l'insuffisance rénale et l'atteinte spécifique du type ANCA sont des facteurs de risque, de surrisque infectieux. Et le surrisque aussi de pneumocystose chez les patients greffés traités par rituximab, avec une différence significative statistiquement en comparant les patients greffés traités par rituximab à l'induction et non traités par rituximab. Le risque d'hypogammaglobulinémie qui est très difficile à évaluer parce que c'est des patients qui sont polytraités dans la vascularité ANCA ou dans la transplantation rénale. La réplication virale B sous rituximab, qui justifie d'une prophylaxie anti-VHB lorsque les anticorps anti-HBC sont positifs de manière isolée, et une réponse moins bonne à la vaccination anti-SARS-CoV-2, et ce d'autant plus qu'on a une déplétion lymphocytaire B complète, et les résultats de ce papier retrouvent les mêmes résultats de neurologie, à savoir une réponse cellulaire parfaitement conservée. Enfin, comme on l'a vu pour les CAR T-cells, la neutropénie retardée au rituximab, qui est quand même assez fréquente, 107 patients ici sur une cohorte de 700 patients environ, qui peuvent faire une neutropénie à distance du rituximab, et malgré l'arrêt de celui-ci. Dans les communications orales, j'ai dû sélectionner, il y avait une communication très très intéressante, une communication canadienne, qui était l'étude du rituximab chez l'enfant, alors pour diverses indications, notamment maladies auto-immunes et hémopathie lymphoïde. L'âge médian était de 12 ans. C'était une étude multicentrique qui était rétrospective. Et ce dont on se rendait compte, c'est que déjà un quart des enfants avaient une hypogamma au diagnostic avant rituximab,
que le rituximab aggravait l'hypogamma pour les 3 isotypes A, G et M, qu'il y avait beaucoup d'infections dans le groupe rituximab, environ 25% d'infections, et que le facteur de risque majeur d'infection, c'était la présence d'une hypo-IgG et pas d'hypo-IgA ou d'hypo-IgM, et que cette hypo-IgG pouvait être persistante chez un enfant sur 4, et que évidemment ça a mis la puce à l'oreille des investigateurs avec la question qui était sous-jacente: est-ce que le rituximab révèle un déficit immunitaire primitif sous-jacent? Et la réponse était oui, chez 9 patients qui se présentaient dans la plupart des cas comme un défaut de production en immunoglobuline, et avec une documentation génétique dans 7 cas. Et évidemment, ça dépend de l'indication initiale du rituximab, c'est-à-dire la cytopénie auto-immune est forcément un argument très fort pour penser déjà que le patient, ça plus l'hypogamma, a un déficit immunitaire sous-jacent. Une autre communication orale très intéressante, c'était Adrian Shields à Birmingham, où il s'est intéressé aux hypogammas post-traitement hématologique pour des hémopathies malignes, et donc des hypogammas symptomatiques. Il a voulu savoir s'il était possible de distinguer les patients pour lesquels une antibioprophylaxie serait suffisante ou qui nécessiterait une substitution en immunoglobuline. Donc ce qu'il a fait, bon, le design est discutable, c'est qu'il a pris rétrospectivement les patients qui étaient sous antibioprophylaxie et qui étaient bien équilibrés sous antibioprophylaxie pour une hypogamma post-médicamenteuse de immunochimiothérapie versus des patients qui étaient traités par immunoglobuline, mais chez qui l'antibioprophylaxie avait déjà été essayée et avait été un échec. Donc il a comparé ces deux groupes, il y a environ 30 patients dans chaque bras, et ce qu'il a remarqué, c'est que les patients qui avaient nécessité une substitution en immunoglobuline étaient des patients qui présentaient beaucoup plus d'infections que les autres, que ces infections étaient plus documentées, donc des hémocultures positives, qu'elles étaient plus tardives après l'utilisation de l'immunochimiothérapie, que l'hypogamma-globulinémie était plus profonde chez eux, et que les compartiments lymphocytaires B mémoire étaient encore plus réduits dans cette sous-population comparée à la population sous antibioprophylaxie seule. Et donc, il propose, grâce à ces symptômes cliniques et cette anamnèse clinique et biologique, quelques marqueurs qui pourraient éventuellement nous aider. Évidemment, c'est à valider par une étude prospective, mais c'était quand même assez intéressant parce que c'est une question qu'on se pose souvent. En résumé, et donc je m'arrête après. Donc l'hypogamma après thérapie ciblée anti-lymphocytaire B, elle n'est pas systématique, elle n'est pas forcément pérenne, elle peut être complètement réversible, elle n'est pas forcément symptomatique, et donc il faut se faire attention avant de se jeter dessus et de la traiter de manière systématique, surtout dans le contexte de tension en approvisionnement en immunoglobuline. Il est très important d'avoir une anamnèse extrêmement détaillée, et notamment le type d'infection, les germes, les sites, la répétition, pour voir si le tableau est compatible avec un déficit humoral, le tableau infectieux. Les comorbidités sont à prendre en compte, notamment la dilatation des bronches, qui est une indication indiscutable à la substitution. Enfin, indiscutable, on peut discuter, évidemment. Les vascularites en cas, l'insuffisance rénale, et biologiquement, avec des examens simples, comme le dosage pondéral pré-thérapeutique et post-thérapeutique, les réponses vaccinales, et le monitoring des populations lymphocytaires B, qui peuvent être des petits éléments pour nous aider, à savoir si traitement il faut proposer, quel traitement est le plus adapté, tout en privilégiant en premier une antibioprophylaxie, si possible. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanne, pour ce tour de table qui était effectivement très complet et riche. Alors, il y a quelques questions. Moi, je voulais juste revenir sur une chose qui me paraît importante à rappeler, c'est que quand on a un déficit immunitaire humoral secondaire ou primitif d'ailleurs, et la dilatation des bronches et une pneumonie, le traitement c'est 14 jours et pas 5 jours. Les Anglais, ils sont très à cheval là-dessus et je crois qu'ils ont raison. Il faut traiter le temps qu'il faut les patients pour que l'efficacité soit suffisante. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est le fait qu'effectivement,
dans cette étude canadienne, il y a 4% des enfants qui ont un déficit immunitaire révélé avec le traitement d'une hémopathie bénigne ou maligne par du rituximab, ce qui me paraît absolument colossal. Donc je pense que c'est important. C'est probablement aussi un peu vrai chez l'adulte, en tout cas chez l'adulte jeune, donc c'est quelque chose auquel il faut qu'on pense. Quand on voit des hypogammas post-traitement par rituximab au cours des hémopathies. Et enfin, il y a quelques questions dans le chat. Comment tenter d'expliquer le risque infectieux associé seulement à une forme clinique de CEP? Ça a en fait partiellement parlé. Guy Gorochov demande s'il y a un biais en rapport avec une prise en charge thérapeutique différente. Alors, je ne crois pas que ce soit la prise en charge thérapeutique qui est différente. Je crois que c'est la maladie qui est différente. Hein, je ne suis pas neurologue, hein, mais dans les primaires progressives, ce sont des patients qui sont généralement plus âgés et qui ont des atteintes du type rétention vésicale. Alors, le papier ne détaille pas du tout quel type d'infection il a relevé. Hein, donc, peut-être qu'il a relevé des infections urinaires. Et auquel cas, effectivement, ces patients-là, ils sont sondés, ils sont sujets, ils sont plus grabatisés, ils sont sujets à beaucoup plus d'infections que les sujets rémitants, rechutants, qui sont des patients en général plus jeunes et très peu comorbides, à mon sens. Hein. Merci beaucoup pour la précision de cette réponse. Et une deuxième question, Guy Gorochov toujours demande s'il y a un rapport... s'il y a un mécanisme proposé pour la neutropénie du rituximab. Alors, en fait, pas du rituximab, mais dans les carticelles, dans le topo, mais j'ai pas pu détailler parce que sinon ça allait être trop long. Elle en discute et je pense qu'il faut relier les deux, hein, puisque ce qui est commun, c'est que c'est les anti-CD19, carticelles ou rituximab, bon, anti-CD20, c'est lymphocyte B, quoi. Dans les CAR-T, ce qui est proposé, c'est qu'au moment de la reconstitution lymphocytaire B post-traitement d'induction puis CAR-T, c'est une consommation excessive du SDF1 par les lymphocytes B qui sont en train par la moelle, hein, qui est en train de régénérer, et donc une carence relative en SDF1 qui empêche les neutros la différenciation neutrophilique et donc responsable d'une neutropénie en périphérie. Ce qui est assez séduisant parce que c'est vrai qu'en réalité, en pratique clinique, on voit des neutropénies post-rituximab qui pourraient tout à fait être liées à ça. Absolument.